Bonjour à tous, pour cette 4e journée d'initiation à Obsidian, nous allons nous attaquer à un gros morceau, les métadonnées. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est assez dense et il va nous occuper pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc on va tout d'abord revenir sur ce que sont les métadonnées dans la théorie. On verra comment est-ce que Obsidian les exploite de manière native. Et puis on se plongera dans un de ces plugins qui sont majeurs pour Obsidian, qui est le plugin DataView. On va voir comment est-ce qu'il permet de démultiplier les possibilités que l'on va avoir avec les métadonnées, comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter à travers plusieurs exemples dans des notes que nous allons créer ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les métadonnées? Alors, si on considère que le contenu d'une note sont les données, les métadonnées sont des informations qui vont complémenter en fait un document et donc qui va permettre d'enrichir le contexte des données centrales ou qu'on pourrait appeler des données métiers. Typiquement, pour un livre, on pourrait imaginer que les métadonnées sont l'auteur, la date, la catégorie de classification, mais ça peut être toute donnée qui vient donc enrichir les données centrales de notre note. Alors on va voir comment est-ce que ça se présente dans Obsidian à travers le plugin propriétés. Donc nos métadonnées, on les retrouve dans les options d'Obsidian. Si on clique dans les modules principaux et qu'on cherche propriétés, ici, on va pouvoir vérifier que les propriétés sont bien activées. Par défaut, ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez activé ce plugin, on va pouvoir ajouter une propriété à notre note. Donc, pour pouvoir créer une propriété, on fait CTRL-P, on va chercher propriété et je vais ajouter une propriété à ma note courante. Et donc, je vais pouvoir créer une propriété comme ceci. Une autre vue qui nous permettent de maîtriser ces propriétés. Si je fais CTRL-P, donc toujours pareil, propriété, je vais pouvoir afficher les propriétés du fichier. Elles se présentent donc par défaut sur le ruban qui est situé à droite, et donc je vais retrouver la propriété que je viens de créer, et éventuellement lui mettre une valeur comme ceci. Enfin, on va avoir la possibilité de pouvoir agir sur les propriétés de la totalité des notes. Donc, on clique sur ce petit bouton ici, toutes les propriétés. Et donc là, ici, on va voir l'ensemble de toutes les propriétés de l'ensemble des notes et le nombre d'occurrences pour chaque propriété. Et on va ainsi pouvoir agir sur toutes les propriétés d'un coup. Si par exemple ici, propriété qui s'appelle propriété, je la change, je vais pouvoir par exemple la renommer. Donc par exemple prop ici et changer le type de ma propriété. En le faisant par là, on change la totalité des propriétés de l'ensemble des notes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques petites propriétés dans cette note. Par exemple, si je crée une note, on va dire métadonnées basique, ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme propriété? Donc l'auteur, que je vais afficher sous forme de texte. Ensuite, je pourrais avoir la date de création, ici, que je vais afficher sous forme de date ou de date et d'heure, je choisis. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, si c'est une note privée, donc private. Et dans le cas d'une note privée, je peux choisir que c'est un booléen, type de propriété. Case à cocher, c'est un booléen, c'est soit vrai, soit faux. On va ajouter une nouvelle propriété, par exemple la version de ma note, qui, elle, est affichée sous forme de nombre. Il existe donc d'autres métadonnées qui sont intégrées à l'outil et qui vont être utiles pour l'utilisation de certaines notes. Alors, il y en a une qui s'appelle tags, ici,
Donc tags, c'est quoi? C'est une métadonnée qui va nous permettre, si par exemple je rajoute un nouveau tags ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Test. Donc là, ou ça peut être par exemple modèle, pour une note de type modèle. En créant mon texte ici, je vais le retrouver ici dans mes tags et je vais pouvoir ajouter dans mes métadonnées plusieurs tags. Test. Une autre métadonnée intégrée à l'outil qui est très pratique, moi que j'utilise énormément, c'est la propriété alias. Aliasis, comme ça, que vous allez pouvoir ajouter. Alors, cette métadonnée, elle est très importante. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle permet de donner un autre nom à la note courante. Et on va pouvoir ainsi appeler une même note par plusieurs mots. On va prendre un exemple ensemble. Markdown, ici, je vais rajouter la métadonnée alias ici. Donc, je vais ajouter une propriété, alias, ici. Et je pourrais écrire langage Markdown, ici, comme un alias. Donc cet alias va me permettre d'appeler la note soit par le nom du fichier, soit par un des alias, parce qu'on peut en définir plusieurs, de l'appeler, et on l'appelle de cette manière-là. Donc je vais créer un lien. Donc ici, je vais mettre Markdown. Donc la note apparaît sous la forme de son alias. Si je regarde l'écriture à l'intérieur, c'est entre crochets le nom de la note, pipe, l'alias. Et ça se fait de manière automatique. Et donc si je fais référence au langage Markdown, je pourrais dire le langage Markdown est une notation pratique. Ça veut dire que je vais pouvoir intégrer chaque note avec des alias et rendre fluide la lecture en fonction du contexte dans lequel je vais l'utiliser. Techniquement, sous le capot, qu'est-ce que c'est? C'est du YAML en fait. C'est-à-dire que si j'affiche ma note en code source, ici, je me rends compte qu'Obsidian reprend la notation YAML qui permet de créer ces fameuses métadonnées. Les trois tirets ne sont pas tout en haut du document, ça ne marche pas. On voit que les propriétés ici ont disparu. Et la fonction propriété, c'est vraiment une interface de ce code source YAML qui permet de faciliter la saisie et éviter les erreurs et normaliser tout ce qu'on va écrire. Alors si on fait par exemple un copier-coller, que je me mets en mode source ici, j'intègre mes alias, je les garde, et que je me remets en mode prévisualisation, ici, je retrouve bien toutes mes propriétés avec les alias que je viens de créer. Alors on va se poser la question maintenant, bon, une fois qu'on a vu la métadonnée alias qui elle est très pratique, toutes ces métadonnées qu'on va créer, à quoi est-ce qu'elles vont servir? En fait, pas grand-chose. On va pouvoir s'en servir nativement pour la recherche, c'est-à-dire que si on fait une recherche et que je clique sur Property ici, et que je détermine par exemple alias et que je mets SL, voilà, donc là il me trouve automatiquement la note qui référence le fameux alias, il me surligne SL, et sinon nativement c'est tout. En fait, on ne peut pas faire beaucoup plus, en tout cas à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette petite formation. Mais par contre, ça va être très utile pour la plupart des plugins. C'est-à-dire que c'est souvent utilisé pour intégrer de la donnée dans les notes et pour pouvoir l'exploiter en fonction de l'usage des plugins qu'on va installer. Et l'un de ces plugins, c'est DataView. Alors, on va revenir sur la présentation. Donc, le plugin DataView, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre d'utiliser son Vault comme une base de données. Et pour cela, il va permettre de faire deux choses importantes. Tout d'abord, on va pouvoir ajouter des métadonnées.
Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'ajouter des métadonnées puisqu'on peut déjà le faire? La principale différence, c'est qu'il permet d'ajouter des métadonnées dans la note elle-même. On a vu tout à l'heure que les métadonnées étaient ajoutées dans le haut de la page. Là, on va vraiment pouvoir le faire à n'importe quel endroit de la note et pouvoir enrichir son document en fonction des besoins. La notation principale, elle est assez simple. On va créer une métadonnée en commençant par le nom du champ, suivi de 2 points, et tout ce qui va être sur la ligne va constituer la donnée. Il y a une autre façon de créer des métadonnées. On va pouvoir les intégrer dans une phrase en la mettant entre crochets, en spécifiant donc le nom du champ, double 2 points et le texte à côté avec le crochet fermé. On va pouvoir intégrer une métadonnée dans le corps du texte. C'est juste ce qui est entre crochets qui va être interprété comme une information. Et une autre forme qui est intéressante, c'est avec les parenthèses. C'est exactement pareil. La différence, c'est qu'on n'affichera pas le champ dans le texte. On ne verra que la donnée elle-même. Une fois qu'on a enrichi notre modèle, on va pouvoir utiliser son Volt et créer des requêtes. On va pouvoir créer des requêtes sous 4 formes, des listes, des tables. On va pouvoir afficher nos tâches et requêter dessus et sous la forme d'un calendrier. Concrètement, comment ça se présente? Pour pouvoir afficher ce petit tableau, on va utiliser le bloc code avec le mot-clé DataView, remplir la requête avec, par exemple, table si on veut exploiter une table, les différents champs dont on va avoir besoin. On fait un from, ça ressemble à du SQL comme on en a l'habitude, mais les mécanismes et la logique sont quand même un petit peu différentes. Et une fois qu'on a terminé notre requête, on va pouvoir l'afficher de manière dynamique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va exploiter un petit peu le plugin DataView dans notre coffre. Alors pour ça, normalement, je l'ai installé. Donc, il est effectivement installé. Donc, comme d'habitude, pour aller récupérer un plugin, on va parcourir, rechercher le plugin en question. On voit qu'il est ici installé, donc on l'installe, on l'active. Ensuite, on va dans les options. Normalement, on n'a rien à toucher. Je vérifie quand même. Mais par défaut, on est pas mal. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un modèle de métadonnées pour des livres. Alors, j'ai créé un dossier livre. On va l'appeler modèle livre modèle, par exemple. On va récupérer déjà les métadonnées qu'on a créées précédemment. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais récupérer les métadonnées qui sont dans le haut de page en YAML ici. Donc, je les ai récupérées. Je vais supprimer les textes, version, OK, auteur. OK. Donc maintenant, on va rajouter quelques champs avec la notation DataView. Donc mock pour map of content, on a vu ce que c'était. Donc ça va nous permettre de référencer une note que j'ai créée qui s'appelle livre. Donc on va avoir dans cette note la liste de tous les livres que l'on va intégrer dans notre coffre Obsidian. Alors l'auteur, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt de l'avoir en visibilité, donc je vais le supprimer ici et je vais le réécrire ici. Le statut. Alors pour le statut, moi j'utilise un tag. Et c'est aussi l'une des différences avec les propriétés en YAML et le modèle DataView, c'est que ici, mon tag, ça va être statut et on va pouvoir spécifier pour une note, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est un brouillon, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est lu, etc. Si je l'avais fait ici, par exemple statut, et que j'avais déterminé ici un nouveau tag, on va se rendre compte ici, donc là j'ai créé un dièse nouveau tag, on pourrait se dire, ok, j'ai créé un tag,
Là, il y a deux différences et on va voir pourquoi c'est pas exploitable par les propriétés. Première différence, c'est que si je vais dans mes mots-clés et que je cherche nouveau tag, je ne vais pas le trouver. Donc en fait, quand on met des tags dans un champ YAML, en dehors du champ tags, il ne crée pas les tags et on ne va pas pouvoir les exploiter, c'est-à-dire qu'en cliquant ici, faire une recherche automatisée. Donc on voit que c'est pas possible, ça ne sert à rien d'utiliser des tags dans le champ. Et donc la solution, c'est d'utiliser le plugin DataView, qui lui par contre nous permet de faire tout ce qu'on attendrait avec les tags, de définir une propriété avec un tag associé. Alors pareil pour Love. Love, moi j'aime bien aussi utiliser des tags. Donc il va me permettre de dire ok, j'aime bien ce livre, j'aime bien cette ressource, j'aime bien cette note, j'aime bien voilà, et j'utilise un tag et je vais rajouter des emojis ici. Ça me permet de créer une échelle de ce que j'aime et de ce que j'aime moins bien. On va pouvoir spécifier quand est-ce qu'on a terminé le livre et la couverture du livre si on dispose d'un lien. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va créer un nouveau livre dans mon dossier. Je vais créer un nouveau livre. Alors je sais pas du tout. Alors je vais copier-coller. Je vais passer en mode source ici. Donc je copie-colle les infos de mon livre. On va aller sur Amazon et on va récupérer informatique internet. Je suis pas sûr que ça soit trop d'informatique et d'internet. 50 coloriage manga. Ah ouais, on va utiliser celui-là. Celui-là, il est cool. Clean code. Ok. Donc je clique coder proprement ici. On va rajouter une info. On va mettre le titre ici. Titre du livre. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un deuxième mock. Par exemple, puisqu'on parle de programmation, je vais mettre 00 programmation. L'auteur, c'est Oncle Bob. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Statut. Moi, je l'ai terminé, je l'ai déjà lu. Je le trouve super ce bouquin. On va... Bon, après, c'est pas non plus Shakespeare, mais il est quand même super. Terminé, je sais plus quand, et au moins, bon, je vais mettre la date du jour, mais 4, 12, 01. Et la couverture, on va mettre le lien web d'une couverture ici. Alors là, on a plusieurs possibilités. Soit je copie l'image, je l'intègre directement, et donc l'image qui est collée, il va l'intégrer directement dans mon coffre. Là au moins on est sûr qu'on garde l'image tout le temps. Soit on veut juste conserver un lien, ce qui est possible aussi. On copie le lien de l'image ici. Et on clique comme ceci. On verra comment on la travaille un petit peu plus tard. Alors maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait rajouter des métadonnées avec le plugin DataView, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on les exploite. Et on va commencer par explorer ce qu'on peut faire avec DataView avec les listes. Alors, je vais créer une nouvelle note. Test DataView. Ok.
Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour pouvoir créer une requête DataView, on se met dans le bloc code. Donc vous vous souvenez, c'est triple tick, et soit ça va nous servir pour formater du code, soit ça peut être utilisé pour on va dire, interpréter une requête pour DataView. On avait vu qu'avec Mermaid, on pouvait créer des schémas. Donc là, pour pouvoir exploiter mes requêtes DataView, je tape le mot-clé DataView ici, et je vais pouvoir ici commencer par explorer ce que je peux faire avec les requêtes de type list à puce. Donc si je n'écris que list ici, je vais avoir une liste de la totalité des notes de mon coffre. Alors ça, je ne vous conseille pas de le faire si vous avez un coffre qui a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de notes. Parce que c'est comme une base de données, il va devoir requêter sur toutes les notes, et donc ça peut à un moment donné ramer un petit peu. Alors pour comprendre ce qu'on peut faire avec nos différents types de requêtes, il y a plusieurs mots-clés. C'est très proche du SQL, comme je le disais tout à l'heure. Ce que je vais vous conseiller, c'est qu'au fur et à mesure où vous allez créer vos propres requêtes, de copier ces requêtes de façon à pouvoir après les utiliser au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Alors l'un des premiers mots-clés que l'on va pouvoir exploiter, c'est la provenance, on va dire, des notes sur lesquelles on va pouvoir requêter avec le mot-clé from. Avec from, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir spécifier le dossier sur lequel on travaille. Par exemple ici, si je veux spécifier que je travaille par exemple que sur le dossier informatique, je me positionne ici, informatique, et je vais avoir les notes du dossier informatique. Le problème, c'est que ça ne doit pas être, voilà, c'est pas le dossier. Donc si je veux les notes dans ressources, 30 ressources ici, slash informatique, je vais avoir la note du dossier informatique. Si par contre j'avais mis I majuscule, ça ne marche pas. Donc un des points qui est important, c'est qu'il faut respecter la casse. Si vous avez une difficulté quand vous allez former vos premières requêtes, vérifiez bien la casse des chemins que vous allez utiliser. Alors en général, moi sur le from, ce que je vais faire, c'est que je fais plutôt des exclusions. C'est-à-dire que je vais exclure les dossiers qui me servent par exemple à faire des tests, ou ce que j'appelle les dossiers de configuration. Pour exclure un chemin, on utilise le signe moins, et pareil, je vais pouvoir exclure un dossier. Donc ZZ ici, config, et je vais pouvoir, avec le mot-clé end, créer ZZ test. Ok. Donc normalement, si je fais on va voir la différence avec notre première requête, DataView list ici. Donc on voit ici, j'ai une autre test qui doit être quelque part par là, une autre test qui ne doit pas apparaître ici. Ok, donc on voit que c'est bon, ça fonctionne. Avec notre from, on va pouvoir exploiter aussi d'autres provenances. On peut directement s'appuyer sur des fichiers, c'est-à-dire qu'on peut unitairement spécifier les fichiers. On va pouvoir également travailler sur les tags. Par exemple, je voudrais avoir tous les mots-clés qui utilisent mon tag de love. Et donc, je vais avoir ici, je sais que dans ces différentes notes, je vais retrouver le tag en question. On le voit ici. On le voit ici. Et dans le livre modèle que j'ai créé tout à l'heure, ici. Okay. De la même manière, on pourrait, à l'inverse, utiliser moins. Et là, je vais avoir les autres notes qui n'utilisent pas, qui ne font pas référence à ce tag. Voilà pour le mot-clé from.
Donc on a vu from, on a vu les opérateurs booléens, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour un chemin et pour des tags. On va aller un petit peu plus loin avec, alors je vais enlever le end ici, une clause where. Alors la clause where, c'est un mot-clé qui va nous permettre, sur la base des notes qui ont été déterminées par from, d'évaluer quelles sont les notes que l'on va afficher ou pas. Et pour pouvoir les évaluer, on va pouvoir le faire de plusieurs manières. On va pouvoir évaluer nos notes avec les métadonnées qu'on vient de créer. Là, on va voir que ça commence à devenir intéressant. Par exemple, si je reviens sur le coder proprement, j'avais pas créé de type de note, mais c'est dommage, on va faire note ici. Et on va dire que c'est une note de type livre. Ici. On va voir, c'est assez intéressant. Pour tester, je vais mettre sur le côté comme ça. Donc là, il me dit qu'il y a un message d'erreur. C'est normal. Donc je vais pouvoir faire note égale livre. Tiens, c'est bizarre. Il me sort qu'un livre et pas celui que j'ai utilisé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égalité, c'est une égalité stricte. C'est-à-dire qu'il va chercher une note qui de forme texte et dont le champ est livre. Si je regarde mon code source ici, je vais me rendre compte, pour coder proprement, que je suis sous forme de liste. Si je vais sur la maison des mères ici, donc c'est notre livre, je vais me rendre compte si j'affiche le code source, mode source, que je suis sous forme texte uniquement. Je ne suis pas sous forme de liste. Alors comment on fait pour pouvoir filtrer tous mes livres? Alors, il y a une fonction qui est très pratique, qu'on va utiliser assez régulièrement. C'est la fonction contains. On va spécifier donc la fonction contains. On sélectionne le champ et je vais spécifier la valeur de contenu. Et là, tout d'un coup, j'ai plus de livres, donc ça c'est pas mal. Alors, le fonctionnement de la fonction contain, c'est qu'elle va chercher pour un texte si l'occurrence est égale et pour une liste s'il existe une occurrence égale au texte que je lui ai envoyé en paramètre. Et donc, pour le coup, elle me sort plus de livres. Alors par contre, on voit ici coder proprement, il est bien là. Mais si je regarde la totalité de mes livres, je vais me rendre compte qu'il en manque parce qu'il y a, par exemple, d'une tome 1, il n'y est pas. Si je clique ici, je vais me rendre compte qu'en fait, livre, j'ai une majuscule ici. Et donc, on se rend compte que la fonction contains, elle répond à la casse. Et donc, je vais pouvoir, il y a une autre fonction qui est très proche de contains, qui s'appelle eContains, e comme insensitive, et qui va permettre de faire une recherche sans être sensible à la casse. Et là, pour le coup, je vais retrouver mon tome 1. Donc, contains, c'est une fonction très importante. On voit comment est-ce qu'on peut s'en servir. C'est très utile. Ensuite, on va utiliser le mot-clé de regroupement. Ici. On regroupe avec les mots-clés group by. Et group by, on va utiliser, pareil, on peut regrouper par un champ. Voilà, par exemple, par statut. Alors là, il me trouve les deux statuts qui ont été utilisés pour mes livres. Mais j'ai juste les statuts. Et il m'écrit rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il m'écrit rien d'autre? Parce qu'en fait, il faut que je lui spécifie que je veux afficher la liste qui correspond à mes regroupements. Et pour cela, il y a un mot-clé qui s'appelle rows. C'est la liste donc de tout ce qui est regroupé. Et je vais afficher le lien de chaque note de ma liste. Et là, typiquement,
Voilà. Donc là, j'ai une liste sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le champ groupé. Et le deuxième niveau, c'est les itérations de ma liste qui sont regroupées, de second niveau, qui sont regroupées par le champ que j'ai déterminé, donc qui est le lien de chaque note. Alors, il faut juste le savoir, hein, ça ne s'invente pas. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque note dispose d'un objet qui s'appelle files, ici. File, c'est un objet qui est intégré à Obsidian et qui va avoir tout un tas de propriétés qu'on va pouvoir utiliser. Si vous voulez connaître les propriétés, les différentes propriétés de l'objet, je vais enlever link et je vais afficher toutes les propriétés. Et donc ici, je vois la totalité, c'est très intéressant, des propriétés de mon objet file que l'on va retrouver dans toutes les notes et qu'on utilise dans les listes, mais qu'on utilise dans bien d'autres contextes. Donc j'ai mon lien de notes, je vais avoir les liens sortants, je vais avoir mes tags tels qu'ils sont utilisés dans ma note, et là je vais avoir les tags et les sous-tags en fait. Les alias que j'ai utilisés, et les tâches s'il y a des tâches, etc. etc. Plein d'informations, les dates de création, les dates de modification, la taille de la note, et tout un tas d'informations que je vais pouvoir exploiter. Je pourrais très bien avoir un regroupement par love ici. Et donc là, je vais avoir la liste des livres que j'ai plus ou moins aimés. Donc c'est plutôt intéressant. Un autre regroupement que je voulais vous montrer, donc en utilisant file, c'est la date de création. On va pouvoir faire file. Alors là, j'utilise pas rows parce que je suis vraiment dans l'exploitation de la note que je vais rechercher. J'utilise rows que quand je suis dans la liste. Hein. Donc je vais chercher create time. Donc C pour create et time pour le temps. Et là, je vais avoir quand est-ce que mes notes ont été créées. Je vais pouvoir travailler également sur la date de modification, mtime ou mday. Voilà. Et là, j'ai les jours auxquels j'ai fait les dernières modifications de mon coffre. Donc c'est plutôt intéressant. Continuons avec l'exploration de nos mots-clés. Alors, si à un moment donné j'ai trop de sorties, c'est-à-dire que j'ai des centaines de champs, je peux vouloir limiter le nombre de notes que je vais afficher. Pour cela, on utilise le mot-clé limite et le nombre de notes qu'on affiche. Donc si je fais limite 3, ici, donc je vais supprimer rows ici puisque je ne fais plus de groupement. 3 notes de ma requête. Je peux évidemment agrandir ici. Et vous voyez, si je reprends ma note initiale, ici où j'avais un grand nombre de notes, je pourrais ici faire limite 10. Comme ça, je limite à 10 notes l'affichage. Super. On continue avec les mots-clés et on va travailler avec le classement. Afficher un classement. Donc le classement, on fait quoi? On utilise le mot-clé sort. On spécifie le champ qu'on veut classer. Donc là, pareil, je voudrais classer par nom de lien, file.link, et je vais spécifier que c'est croissant. Donc croissant, c'est ascendant, c'est le mot-clé ASC, et normalement, voilà. Et si je fais desk pour descendant, voilà, j'ai inversé l'ordre avec le mot-clé sort. On est pas mal, on continue toujours avec l'exploration de nos mots-clés et on va travailler sur un exemple concret. Et pour cela, on va travailler un petit peu sur les dates. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va créer une note. On va partir de 0. Note
modifier les 7 derniers jours. On va créer une petite requête qui va nous permettre de faire ça. On va le faire en mode liste, puisque c'est ce qu'on a vu précédemment. Pareil, on pourrait récupérer, on va faire from, donc on va éliminer tout ce qui est lié à nos tests dans nos dossiers. Donc, zzconfig, ici, and zztest. On va déjà voir ce que ça donne. Super. Alors, ce que je voudrais déjà qu'on fasse, c'est qu'on va essayer de la grouper par date de création. Ou date de modification plutôt, ouais, puisqu'on est sur les modifications. Donc, on se souvient, c'est group by ici. Alors, pour pouvoir grouper par la date de modification, on pourrait faire, comme on l'a vu tout à l'heure, file.mdate. mtime plutôt. Et si je fais ça, donc ici, je vais afficher rows.file.link. Donc je regroupe par date de modification, par temps de modification. J'affiche mes liens. Voilà. Mais là, je me rends compte que c'est pas terrible parce que comme je travaille sur le temps et qu'il est peu probable que je crée des notes au même moment, ben, en fait, j'ai chaque date pour une note. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de regrouper sur le jour de modification les notes modifiées. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de regrouper le temps. Et cette fonction, c'est dateFormat. En premier attribut, je vais spécifier donc une valeur de temps. Donc là, c'est file.mtime. On a vu que c'était une donnée temps. Et par contre, je vais l'afficher. Le deuxième champ va me permettre de spécifier le format qui m'intéresse pour l'afficher. Donc, je le fais par an, mois, jour. Et normalement, si tout se passe bien, j'ai oublié un Y. Voilà. Donc ici, et c'est plutôt cool, je vais avoir les jours où j'ai modifié les différentes notes. Mais ce que j'aimerais bien, c'est plutôt me limiter aux notes qui ont été modifiées les 7 derniers jours. Parce que si je exécute sur mon coffre principal une requête comme ça, je vais avoir des milliers de notes avec toutes les dates de modification, ça va ramer, et puis ça a peu d'intérêt de remonter sur une durée inconditionnelle. Donc pour cela, on va travailler sur une clause where. Ici. Donc, alors, il y a une autre fonction qui va nous aider à faire ça. Donc déjà, je vais comparer la date de modification. Donc c'est la même valeur que celle-ci. Il faut que la date de modification soit supérieure, soit compris entre la date du jour et les 7 derniers jours. Donc il faut qu'elle soit supérieure à la date du jour moins 5 jours. Moins 7 jours, pardon. Donc date, j'utilise la fonction date donc qui va me générer une date et today me permet d'afficher le temps du jour. Et je vais retrancher 7 jours. Pour cela, il y a une fonction qui est très pratique, la fonction dur. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais vous utilisez la fonction dur, vous spécifiez le temps que vous voulez convertir. Donc, moi, c'est 7 jours, 7 days. Et automatiquement, il va me convertir ça dans une durée. Et je vais pouvoir faire un calcul par rapport à une autre date. Alors, c'est pas égal, ça sera supérieur ou égal. Parce que si c'est égal, voilà. Et donc, ça va me permettre d'avoir une durée glissante de 7 jours de modification. On va voir si ça marche.
Alors on voit que ça s'est réduit. Je suis bien, donc puisqu'on est le 2 décembre, je suis bien dans mon intervalle. Et si je veux vérifier par exemple aux 2 derniers jours, voilà, ça fonctionne, donc je vais retrancher aux 2 derniers jours ici. Oui, oui, c'est les 2 derniers jours, mais comme je suis sur 24 heures, c'est logique, ça ne s'arrête pas à minuit, ça s'arrête, c'est moins 48 heures, donc c'est pour ça qu'il m'intègre des notes qui auraient pu être modifiées il y a 48 heures en arrière. Voilà pour cette requête. Sympa, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler avec des requêtes de type table. Avant de passer aux requêtes de type table, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mots-clés qu'on a vus ensemble, les where, la classification, sort, from, etc. Tout ça, tous ces mots-clés sont des mots-clés qu'on va pouvoir exploiter sur la plupart des requêtes, sauf spécificité, mais sur lesquelles on ne va pas creuser actuellement. Enfin, mais globalement, tout ce qu'on s'est dit est valable, quel que soit le type de requête. Pour explorer, on va dire, ce type de requête table, on va créer une requête pour notre map of content de livre. Alors, je vais reprendre ici ma requête à partir de list, ici. Je vais enlever la limite. Et là, je vais changer mon mot-clé list en table. Et là, je me retrouve avec un tableau où je vais avoir les différents livres. Par contre, dans cette requête, j'utilisais donc le type de note pour pouvoir référencer mon livre. Alors, des fois, ça marche. Enfin, pour les maps of content, je ne vous conseille pas de faire une requête par rapport au type de note, mais plutôt d'utiliser la référence au champ mock. Alors, si je reprends un de mes livres, je vois que ici, je vais avoir la référence à ma note livre. Et donc, je vais pouvoir référencer avec e-contains, comme on l'a fait tout à l'heure, le champ mock pour map of content, virgule. Je vais spécifier, ah putain, je tousse, c'est trop chiant, que mon champ map of content doit contenir le lien livre. Et ce lien livre, c'est quoi? Ben, c'est le lien de ma note. Donc, file.link. Théoriquement, si je fais ça, ça marche. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah si, je sais pourquoi. Oui, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, quand j'utilise file.link, file, en fait, c'est l'objet de toutes les notes qui vont être analysées. Là, ce que j'ai besoin, c'est qu'il y ait le lien de cette note. Et pour cela, on va utiliser le mot-clé this. Et ça, c'est très important. Donc, quand j'utilise this, je spécifie la note par laquelle s'exécute la requête. Et donc, this, ici, c'est 00 livre. Si j'avais exécuté cette requête dans un autre mock, ça serait l'autre note qui serait this. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Et là, super, ça marche. Donc, ça veut dire que toute note qui référence cette note dans le lien, je vais pouvoir l'afficher. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enrichir notre note. Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que j'ai une colonne par défaut qui s'appelle file. File, en fait, c'est le nom par défaut de la colonne affichée, de l'identifiant de la colonne affichée, et elle s'affiche par défaut. On n'est pas obligé de l'afficher, on peut spécifier avec table without id ce que l'on souhaite afficher en colonne. Alors pour le coup, si j'exécute, j'ai rien, parce que pour le coup, j'ai pas déterminé de champ que je vais afficher. Donc je vais devoir le faire. Et qu'est-ce que je vais afficher? Ben, les files links. Donc les liens, je vais les afficher comme colonne de mon tableau. Alors si je l'exécute,
il me reprend mon mot-clé file link, c'est pas très joli. Je vais pouvoir spécifier un nom qui va remplacer file link. Donc ça va être par exemple livre. Je vais pouvoir par exemple spécifier dans une deuxième colonne un autre champ. Par exemple l'auteur. Et là, je vois qu'apparaît dans une deuxième colonne les champs correspondant à l'auteur. Je vais pouvoir afficher une autre colonne, par exemple love. Il apparaît, je vais pouvoir afficher un... Voilà. Et si le statut et le statut. C'est rigolo, il ne m'affiche pas le statut. Statut. Oui, statut avec un T. Oui, ça sera mieux sans faute. Ok. Voilà comment est-ce que je peux exploiter mes tables. On va faire un truc pas mal. Donc je vais faire un peu de place. Alors, on va voir si on arrive à exploiter notre champ de couverture ici. Donc je vais enlever statut. Je vais mettre couverture à la place. Et on va s'amuser un petit peu. Donc si je fais couverture ici, j'ai les liens URL de mes couvertures. C'est pas terrible. Il faut qu'on transforme cette URL dans quelque chose qui soit visible. Alors pour ça, je vais vous montrer comment on peut faire. Si par exemple je prends ce lien ici, et que je le mets sous forme de lien web, donc double crochet entre parenthèses l'URL, et que je spécifie point d'exclamation, hop, ça m'affiche l'image qui est pointée par l'URL. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, si je mets pipe ici et que je spécifie le nombre de pixels, par exemple 100 pixels, ou plutôt 200 pixels, je vais pouvoir spécifier, je ne sais plus si c'est la hauteur ou la largeur, je crois que c'est la largeur si je ne dis pas de bêtises. Mais je vais pouvoir comme ça gérer les tailles indépendamment de leur taille sur Internet. Alors maintenant qu'on sait ça, on va essayer d'afficher ces couvertures dans notre requête. Alors pour ça, c'est pas compliqué en fait. Il faut qu'on affiche exactement la même syntaxe que je vous ai partagée tout à l'heure. Donc, il faut une chaîne de caractères, donc point d'exclamation slash ici, donc je le mets entre crochets, plus c'est pour la concaténation du champ, plus concaténation du champ, je ferme mon crochet, j'ouvre ma parenthèse, donc je dis bêtise, on reprend, donc c'est dièse, c'est ça, dièse tac tac tac, je reprends. Donc, j'ai une URL qui est dans le champ couverture. Il faut que j'affiche un texte entre crochets de largeur 200. J'ouvre la parenthèse. Je concatène mon URL qui correspond aux métadonnées couverture, plus je ferme la parenthèse et normalement je ferme les guillemets. Si j'ai rien oublié, ça devrait être pas mal. Alors je peux mettre un as couverture, bon, ce qui ne sert absolument à rien, et on va voir ce que ça donne. Bingo, magnifique. Donc il a bien récupéré, alors là on voit les copier-coller malheureux, mais on voit bien les différentes images qu'on arrive à afficher
avec une largeur fixe, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a pu enrichir notre map of content de livres. Et donc dès qu'on va créer un livre et dès qu'on va remplir les champs, automatiquement, ça va nous permettre d'enrichir notre map of content. Donc ça se fait de manière dynamique et automatique. Et on commence à comprendre la portée de ce plugin et des métadonnées. Donc c'est plutôt, c'est quand même super sympa. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Ok, on va balayer assez rapidement maintenant les autres types de requêtes. On y passera un petit peu moins de temps. Mais vous allez voir, c'est sympa. Donc, je vais revenir sur mes tests DataView. Ici. Donc, on a vu les listes, on a vu les tables. Maintenant, on va parler brièvement du format calendrier. Alors, le format calendrier, le mot-clé, toujours pareil, DataView. Le mot-clé, c'est calendar, ici. À la différence que on ne va spécifier qu'un seul champ, qui doit être forcément un champ, une date ou un champ temps. Donc, par exemple, ici, on va reprendre, comme on l'a fait tout à l'heure, file modifier time, ici, comme on a fait. Et normalement, on va le laisser comme ça, en fait, tout simplement. Si j'affiche ça comme ça, je vais avoir, donc, dans un calendrier, toutes les notes que j'ai modifiées sous forme de points. Donc ici, je sais que j'ai modifié comprendre les requêtes DataView le 28 novembre, par exemple. Samedi dernier, j'ai travaillé sur le livre de Yann Lequeur, dont j'ai oublié le nom, parce qu'en fait, il ne m'affiche pas le nom de la note. Ça, c'est marrant. Eh oui, c'est pas... Ah, c'est un petit souci, ça. Donc, j'ai dans un calendrier les notes sur lesquelles j'ai agi, et si je clique dedans, je peux y aller directement dedans. Alors, une dernière forme de requête que vous allez pouvoir exploiter, on l'a pas beaucoup vu, et on le verra pas vraiment en profondeur dans cette formation, c'est les tâches. Les tâches sont sous cette forme-là. Alors, ce qu'on considère comme étant une tâche, c'est une puce avec un double crochet. Vous allez pouvoir spécifier une tâche ici que vous allez pouvoir cocher. Elle sera faite ou pas faite. Donc, par exemple, pour lire un livre ou ce que vous voulez, il y a une hiérarchie des tâches que l'on peut créer. Et donc, on va pouvoir requêter sur ces tâches. Alors, il existe un plugin qui fait le job, qui, je pense, le fait mieux, que ce soit tant sur la gestion des tâches que sur le requêtage. C'est le plugin Tasks. Ça ne va pas faire l'objet de cette formation, mais je ferai peut-être des vidéos dessus. Mais je vais au moins vous montrer comment ça se présente en termes de requête DataView. Donc, quand on veut afficher les tasks, ben, c'est pas compliqué. Si je fais task, je vais afficher toutes les tâches de tout mon Volt, ici. Donc là, j'ai les tâches qui sont réparties dans toutes mes notes, mais c'est pas très utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les grouper, par exemple, group by file.link. Et donc là, je vais les avoir en fonction des notes sur lesquelles elles sont. Donc là, ici, je vois, j'ai mes différents livres et les tâches qui sont dans les notes, ici. Et je vais pouvoir, par exemple, spécifier where complète. Alors, ce qu'il faut savoir qu'il y a des valeurs qu'on peut ajouter dans les tâches qui vont être requêtables également. Notamment la valeur de complétude qui se présente sous le nom de la valeur completed. Donc, si je veux les tâches qui ne sont pas complétées, je vais mettre un point d'exclamation qui veut dire ne pas, donc non complété en fait. Et si j'affiche ici, je vois que
j'ai mes tâches qui n'ont pas été complétées dans mon Volt. Donc ici, spécifier une tâche, c'est celle-ci. Si je clique ici, on voit qu'elle s'est cochée là et normalement elle disparaît. Voilà. Je l'ai lu, c'est bon. Et comme ça, j'ai ma requête avec mes différentes tâches qui sont à jour. Voilà, on arrive au bout de cette journée de formation. J'espère que ça vous a plu. Faut pas être effrayé par la technicité du plugin DataView. Il faut vraiment tester ses propres requêtes et itérer comme j'ai pu le faire avec vous en live pour ajuster, affiner les requêtes et pour qu'elles soient pile poil à vos usages. Faut pas hésiter à créer un référentiel où vous allez avoir l'ensemble de vos requêtes et après comme ça vous allez pouvoir reconstituer de nouvelles requêtes à partir, pas à partir de zéro justement, mais à partir de ce que vous avez déjà créé et comme ça petit à petit enrichir les différentes tables ou listes que vous allez avoir besoin. Donc vous avez vu, c'est super pratique. On en verra un petit peu plus demain, je pense. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça n'a pas été trop laborieux. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'était sympa de partager ces petits trucs avec vous. Allez, à très bientôt.